Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi soir sur Radio J. C'est un plaisir de vous retrouver. Je salue sans tarder nos chroniqueurs du soir et je commence avec un revenant. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir les amis. Communicant et fondateur de l'agence Rouspa. Franck, tu nous avais manqué, on est heureux de te revoir. Moi aussi vous m'aviez manqué. Mes joutes verbales avec mes amis. Enfin vraiment, ça me manquait quoi. Donc je me suis engueulé tout seul. Eh bien ravi de te voir ce soir. Je salue également à ma gauche Benjamin Krief. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. Bonsoir également à Alexandre Darmon, youtubeur, avec sa chaîne Indécis. Salut Alex. Salut à tous. Et puis je suis très heureux d'accueillir ce soir à la table de Classico le journaliste de presse écrite que j'admire le plus. Ils peuvent en témoigner. La plume que ma professeure de français en 4e nous demandait de lire pour améliorer notre rédaction sur table. Il peut aussi en témoigner, Benjamin. C'était il y a 20 ans, mais le conseil est toujours valable. Cher Vincent Duluc, bonsoir et bienvenue dans Classico. Bonsoir et merci pour cette introduction. Vincent pas Duluc, du tout vous êtes... exagéré, on est Non, c'est vrai et c'est sincère. Vous êtes depuis 20 ans le leader de la rubrique football de l'équipe, ce qui nous ramène une nouvelle fois ma professeure de français que je salue. Par la même occasion, on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre roman Carole et Clark, paru chez Stock et que je montre à la caméra. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et nous regarder sur la page YouTube de la radio. Classico épisode 19, c'est parti. Attention dessus. Non, possible. C'est pas possible. Stéphane Guy et Paul Le Guen, les voix de la remontada pour l'éternité. Le souvenir de ce Barça-Paris Saint-Germain du 8 mars 2017 sera certainement dans toutes les têtes. Demain, le club parisien retrouve son bureau pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. 4 ans après, messieurs, que reste-t-il de cette remontada qui a désormais sa place dans le dictionnaire Larousse de l'année 2021 ? Vincent Duluc, à vous. Il reste ce nom de Paul Gwen, il reste la célèbre phrase de Stéphane qui nous manque beaucoup en ce moment et qui était c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Donc voilà, il nous reste tout ça, mais il nous reste évidemment le sentiment de gâchis, la fameuse stat que le PSG a touché le ballon pendant 7 secondes ou alors 7 fois le ballon sur les 7 dernières minutes ou 3 fois le ballon sur les 7 dernières minutes, quelque chose comme ça. Peu. Et puis mais le sentiment aussi quand même, malgré tout, que si le VAR ou la VAR, et Dieu sait que j'y suis un peu opposé, mais si elle avait existé, tout ça ne serait pas arrivé. Donc il y a un peu tout qui se mélange, voilà. Les dernières, on n'a pas toujours aujourd'hui mis la lumière véritablement sur ces dernières minutes, notamment sur un certain nombre d'agissements et de décisions de l'arbitre. Ah mais sur l'ensemble, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a retrouvé quand le PSG a joué contre le Real aussi après. Enfin voilà. S'il y a une chose que le VAR a introduit, en dehors d'un flou parfois encore plus grand, mais s'il y a une chose que ça a introduit, c'est l'idée quand même que on peut pas que les grands clubs ne vont plus être avantagés comme ils l'étaient à l'époque ou comme ils étaient arbitrés à l'époque. Bon, en Ligue des Champions, on sait qu'on est toujours le petit de quelqu'un jusqu'à la finale et que c'est arrivé à d'autres. Mais oui, ça fait partie du souvenir. En même temps, évidemment, il y a une faillite retentissante et il y a aussi l'idée toujours, mais qui a changé, et c'est peut-être pour ça que le PSG est allé en finale, qu'avec un vrai gardien ça change quand même. On va reparler du présent dans quelques secondes. Vos souvenirs, messieurs, rapidement de cette soirée folle de remontada. C'est le pire souvenir. Je te remercie Benjamin. Steve d'avoir commencé cette émission par cet extrait sonore qui nous a fait beaucoup de mal et qui nous en fait encore, mais en tout cas en réécoutant cet extrait, en repensant à cette soirée, depuis je crois que le Paris Saint-Germain a évolué du fait aussi de cet événement tragique dans son histoire, mais je crois que le club a grandi. On a eu 2 entraîneurs depuis, on est avec le 2e aujourd'hui, Pochettino. Une finale de Ligue des Champions. Des titres. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on aborde ce match avec beaucoup plus de sérénité. Et effectivement, l'un des sujets va être Paris favori. Alex n'est pas d'accord, je te dis Alex tout de n'est pas suite. d'accord, mais je le sens à côté de Trépigné. Je crois qu'aujourd'hui, on est favori parce qu'on a un peu de sagesse dans le club et de sérénité. La sagesse, tel au PSG. En vrai, je vais te dire, ce genre de match, c'est les moments où tu te rappelles où t'étais. Tu vois, ce 6e but, le dernier moment, c'est terrible. Moi, c'est un terrible souvenir pour moi parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Après un 4-0 à l'aller au Parc des Princes, rappelez-vous, on avait été royal. Enfin, Yves avait été royal sur le terrain en tout cas. Plus de sérénité, moi je crois pas. Mais bon, on va en parler dans quelques minutes. Paris est sans doute favori, mais demain ça va être un match qui va se résumer entre l'attaque du FC Barcelone et la défense parisienne. Franck ? On m'attendait des années de thérapie foutues en l'air. Moi je me rappelle où j'étais, dans les tribunes. Avec ma femme, mes frangins, mes amis, on était une quinzaine. Tu pensais faire la fête après ? Pire que ça, on avait réservé dans le restaurant gastro qui avait ouvert une semaine avant de Lionel Messi. Et donc on a mis une énorme table.
Le restaurant gastro, évidemment, on l'a jamais vu. On est sorti du stade hyper tard. D'abord, on est rentré, on a mis 2 heures pour y aller. Enfin, c'était une horreur. 2 heures pour sortir. On s'est retrouvé avec un sandwich froid dans la chambre très tard avant de reprendre l'avion le lendemain matin. Le pire souvenir de ma life, mais surtout, comme l'a très bien dit Vincent, c'est vrai que la VAR, moi je suis pour parce que je suis pour l'assistance aux arbitres. Mais malheureusement, avant d'assister les arbitres, il faut que les arbitres changent un peu leur mode d'arbitrage. En fait, la VAR aujourd'hui ne sert à rien parce que les arbitres n'ont pas progressé. Et il faut juste remettre ça avec de très bons arbitres, avec une meilleure formation, une éducation, et surtout avec une utilisation précise de la technologie, on arriverait à faire de la VAR quelque chose d'utile. Et Di Maria, bien entendu, qui s'est fait découper, moissonner, lié dans la surface, sur eu penalty, c'était fini. Moi, j'ai assisté 8 minutes avant, donc avant les fameuses 7 minutes, l'ensemble du stade quittait le stade. Il faut juste savoir ça, c'est un truc de dingue. Tout le monde partait, les mecs partaient en pleurant, etc. Et nous, on était en train de faire la fête. Bon, on a eu l'Italie en 2000 qui a rebouché les bouteilles de champagne. On a fait exactement la même chose. On a fait la même chose. Donc, juste quand même, Alex. on peut pas dire qu'on perd que à cause de la VAR. Enfin, franchement, on n'y est pas sur ce match. Dès les premières minutes de jeu, on voit Thomas Meunier qui... J'ai jamais dit ça. Non, mais je sais. Mais juste, faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on n'est pas dans ce match. On n'y est jamais à aucun moment. Thomas Meunier, moi j'ai cette image, début de match de Thomas Meunier, qui passe complètement à côté d'un ballon et qui se fait dépasser sur le côté. Vincent Duluc, ça s'est joué aussi dans les têtes ce soir-là. Sans doute. C'est un soir où on se demandait qui étaient les leaders dans cette équipe. Oui, effectivement, qui étaient capables de remobiliser ça. Mais en même temps, le 4-0 à l'aller avait été tellement fantastique. Qu'on se disait, même en étant médiocre, même en perdant 2-0, il y avait de quoi faire un tour d'honneur quand même. Donc la surprise, effectivement, c'est que tout avait concouru à lâcher prise. Pas tellement Lionel Messi d'ailleurs, parce que le grand joueur du match c'était Neymar, c'était pas Messi. Neymar, il a tout fait. C'était Neymar qui avait tout fait. Donc, ouais, mais tout ça reste un des plus grands. En plus de mes quelques activités, je m'occupe du Musée national du sport à Nice. Je suis président du CA là-bas. Et on réfléchit un jour à faire une exposition sur la défaite. Parce que c'est intéressant la défaite, en fait. C'est un ressort énorme du sport historique. Et ben cette remontada-là, ça y est, j'y suis arrivé. Cette défaite-là, elle sera au musée. Elle sera au musée comme Séville, elle sera au musée Elle équivaut au traumatisme de 82. Comme Jazzy aux Jeux de Tokyo. Mais il y a quelque chose quand même qui était signifiant, je trouve, sur le terrain en tactique. J'ai rarement vu la défense de Paris reculer à ce point dans un match aussi important. C'est je pense qu'avait reproché Emery à Thiago Silva. Thiago Silva jouait derrière le gardien de but. Mais c'est ça, Thiago Silva, il revient de blessure à ce moment-là. Pourquoi on le met sur le terrain alors qu'Kimpembe fait un match fantastique à l'aller? Il y a aussi de ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec le match de demain soir. On nous dit Piqué va revenir. Mais franchement, qu'il revienne demain soir. Qu'il revienne parce qu'il n'est pas du tout au niveau physiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Non, mais et puis au-delà de ça, c'est qu'il revient de blessure. Thiago Silva, il avait rien à faire sur le terrain au match retour à Barcelone quand t'avais Kimpembe à l'aller. Il faisait du moonwalk à la Michael Jackson, il s'est retrouvé derrière le but. Alors c'est un immense joueur, Thiago Silva. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des clubs qui vivent 30 ans après sur une seule victoire, et que le PSG, ils arrivent à vivre longtemps après sur une défaite. Ça, c'est vraiment un sport fantastique, un club fantastique, pardon. Alors l'état de forme des deux clubs va être l'une des clés de cette double confrontation. Avant de parler plus longuement dans quelques instants du FC Barcelone, est-ce que de manière générale, c'est le même Barça que celui qu'on imaginait il y a 2 mois au moment du tirage au sort? Mais c'est jamais. On sait très bien qu'il y a toujours un décalage entre le moment du tirage au sort et puis le moment il est énorme. Des huitièmes de finale. Il existe toujours. Il est énorme. Il n'est pas si énorme que ça. C'est pas non plus le grand Barça de Guardiola et de Messi de 2011. On n'en est pas là. C'est encore un Barça qui est très imparfait, qui ne sait pas défendre, qui n'a pas de défense centrale, à qui il manque des choses. Non, c'est pas. Mais qui a une attaque qui va beaucoup mieux. Qui a une attaque qui va mieux, c'est vrai, bien sûr. Mais sur l'équilibre général, voilà, c'est pas une équipe qui fait peur non plus dans toutes ses lignes. Il y a quand même moyen, même sans Neymar, même juste avec Mbappé, il y a quand même moyen d'aller beaucoup plus vite que cette défense-là. Ouais, mais sur l'équilibre de l'équipe, tu parlais au moment du tirage au sort. Aujourd'hui, Paris est beaucoup mieux armée aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment du tirage au sort pour affronter. Je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé, en tout cas au milieu de terrain, on a trouvé une vraie stabilité. Paredes est devenu un joueur extraordinaire. Tous les ballons passent par lui. Des transversales, il oriente le jeu. Je le trouve exceptionnel. Mais ça, pardon, juste, Paredes, c'est à chaque fois qu'il a à peu près 3 heures pour se recoiffer et puis pour rejouer. Dès qu'il est pressé, c'est quand même pas la même chose. C'est vrai. C'est ça qui m'inquiète pour la Ligue des Champions. C'est qu'il y a une intensité qui fait qu'il n'aura pas le temps de s'organiser comme il l'a en Ligue 1 quand même. Ouais, mais là où je trouve qu'on a trouvé un équilibre, c'est que par exemple, quand il est au milieu de terrain avec Gay au haut niveau, quand Gay trouve son niveau et Verratti pareil, là on a quelque chose vraiment de cohérent et Paredes a la place et le temps d'orienter le jeu et quand il le fait vraiment il change tout le jeu. Et contre Barça, s'il arrive avec ses transversales à pouvoir trouver Mbappé ou autre qui va pouvoir prendre de la vitesse,
franchement, je suis assez Tu parles de enthousiaste Gay, et positif. Mais Gay à haut niveau, faut qu'on me dise quand, parce que moi je. Real Madrid, le premier match qu'il fait contre le Real Madrid, là, il est ça remonte. extraordinaire. Ça remonte. Ça fait Ah un non, an. mais ça date. Donc il Il a est vécu un peu mieux. mais ces il a derniers vécu temps. 1 an et demi sur ce match, lui. Voilà. C'est vrai. Il est un peu mieux ces Très derniers temps. limité. Non, mais après, Il fait un bon match là contre Nice. Il Nice. fait un très bon match. Contre Nice. Bien. Non mais attends, on peut pas dire de temps en temps la Ligue 1 c'est nul et du coup ça prépare pas Non, la mais Ligue des Nice, Champions. c'est pas Lyon. C'est pas Lille. Bien sûr. Par D'ailleurs exemple. Nice c'était vraiment Pas pas mauvais, non, mais mauvais c'est pas Lille, samedi. par exemple. Et ils ont fait un match sérieux appliqué en préparation du match de Barcelone. Oui, non, je suis d'accord. Alex. Moi, après, j'ai envie de vous dire, je pense pas que ça va vraiment être Gay, l'homme du match demain. Très honnêtement, même Ah non, si c'est sûr, hein. je trouve qu'il est très bon. Si Paris a Verratti, ça ira mieux. Si Paris a Marquinhos, a priori Marquinhos jouera, ça ira encore mieux. Et si Paris a Navas et Navas va jouer, ça ira encore mieux. Moi, je pense vraiment que le match va se résumer demain à l'attaque de Barcelone. Si le PSG arrive à ne pas prendre de but demain soir au Camp Nou, là, ça peut être intéressant et ça peut être vraiment porteur pour un match Comment pourrait retour. jouer Paris demain en se laissant aspirer, en contre-attaque, tentant bien quelques sûr. contres avec Mbappé en pointe? Mais ça fait quand même longtemps, peut-être même depuis le début, que là où Paris est le plus fort, c'est sur la transition, sur le jeu rapide. Exactement. Sur le jeu placé, c'est une équipe assez ordinaire, qui sait faire des choses, mais qui est assez ordinaire. Là où Paris est au-dessus, c'est sur le jeu rapide. Alors, le jeu rapide sans Neymar, il sera un peu moins rapide, mais en même temps, il y aura un intermédiaire de moins aussi, donc peut-être que ça ira plus vite vers C'est un peu Mbappé. ce qu'on a vu contre Marseille. Peut-être C'est ça l'idée que Mbappé sera trouvé plus facilement sur le premier appel, voilà. Par Paredes. C'est possible. Par Paredes notamment, mais il ne faudra pas que ça soit le seul. Il y a un Icardi qui Franck. trouve tout le temps, qui est toujours bien placé. Et justement avec la défense centrale de Barcelone qui est un peu aux fraises et qui est surtout toujours décalée, ce mec est incroyable, il a un sens du placement et du timing qui est incroyable. Donc je pense que avec Mbappé et Icardi qui prend des petits espaces et qui va peut-être, je pense, marquer demain, ça c'est un pari que je fais, je pense qu'on peut vraiment les surprendre. Mais c'est clair que demain, encore une fois, ça commence derrière chez nous. C'est qu'avec l'attaque qu'il y a à Barcelone, si on a un Navas fort devant, derrière et une défense qui arrive à les contenir, on va pas les contenir tout le match parce qu'ils sont vraiment très très forts à un moment. Et puis après, il y a le curseur Messi. Messi, c'est une pièce lancée en l'air. Il peut tout faire ou rien faire. Contre le PSG, parfois, il a rien fait. Il était inexistant. Pour rester sur Paris, est-ce que Verratti, s'il joue, est l'option numéro 1 en numéro 10 en meneur de jeu? Mais je ne sais pas s'il est vraiment meneur. C'est un triangle inversé, on va dire. Il y a un triangle inversé au milieu. Effectivement, c'est lui qui est dans la position la plus haute. C'est un peu paradoxal quand on se souvient de tout ce qu'il a fait au PSG depuis le début. C'est-à-dire c'est un super milieu, mais il ne marque pas et il ne donne pas de dernier ballon. Il ne donne pas de passe décisive, ou très peu. En revanche, techniquement, c'est le milieu de terrain qui est le moins gêné avec le ballon de tous. C'est le plus créatif, c'est lui qui fait les passes, qui invente les passes les plus intéressantes, qui crée des espaces, voilà, qui voit des choses que les autres ne voient pas. Mais il le voit dans des positions un peu plus reculées. Quand on est en haut, il y a un risque d'être dos au jeu. Et je trouve que Verratti, il est fantastique quand il est face au jeu. Donc j'ai peur que dans cette position haute, dos au jeu, on perde un petit peu de Verratti. Mais ce que ça dit aussi, c'est que, surtout en l'absence de Di Maria, c'est que le PSG n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui soient capables de jouer dans cette position aussi haute et d'avoir le même registre technique que Verratti. Garder le ballon. Messieurs, un avis Sinon, sur tu Verratti? joues, si Verratti, tu veux le mettre. Enfin, en tout cas, si tu joues en 4-2-3-1, il y a effectivement que lui qui peut jouer dans cette position de faux 10 ou triangle inversé. Mais effectivement, quand il est dans cette position-là, il est assez libre. Et c'est très intéressant parce que techniquement, c'est un joueur hors pair. Et si derrière, tu as effectivement Paredes et Gay qui travaillent, c'est vraiment un atout de plus. Mais justement, Paredes, je pense qu'on va le voir dans un autre registre. Parce qu'encore une fois, l'a dit Vincent tout à l'heure, il avait le temps de se faire un brushing à chaque passe. Donc c'est pour ça qu'il joue en position de 10. Là, contre Barça, je pense qu'il va aller au charbon, il va aller à la mine. Verratti, tu vois? Non, je parle de Paredes. Il va pas du tout être meneur de jeu demain. Et il faudra voir justement comment est-ce qu'il peut commuter comme ça d'un match à un autre. Moi, je trouve ça intéressant ce qui se passe avec Paredes. Moi, il m'a surpris, même s'il avait le temps, c'est vrai. Mais la qualité de ses passes, la qualité de son jeu, etc., était quand même. Il a passé un palier, là, clairement. Ah oui. Et c'est devenu, confiance. on a l'impression que c'est vraiment devenu un taulier. C'est ce que disaient les commentaires aussi pendant le match samedi. Est-ce que le fait que Pochettino soit là, qu'ils soient tous les deux argentins, sur le terrain, c'est lui qui plaçait tout le monde. Donc il a vraiment une position, y compris d'influence dans l'équipe aujourd'hui, qui est complètement différente que ce qu'il avait connu N'oublie pas une chose, Tuchel. il y a quand même beaucoup de blessés aussi. Enfin, quand tu fais le compte samedi, Ouais, mais aujourd'hui, qui Herrera va est blessé, il revient de blessure. Oui, mais c'est pas un titulaire. Voilà, non, mais c'est pas Herrera qui va prendre la place de Paredes. Gay, il est pas titulaire non plus à la base, et il joue samedi. Donc Paredes, il a quand même surfé beaucoup sur les blessures, il a pris sa place, et il l'a gagné. Voilà, mais aujourd'hui, tu n'as aucun absent qui va revenir et prendre la place de Paredes. Mais il y a un domaine quand même où il n'a pas franchi un palier,
c'est que quand le match est très nerveux, lui, il dégoupille. Il dégoupille, on l'a encore vu. Ouais, mais Marseille, est-ce que encore. cette équipe n'a pas besoin d'un peu de nervosité dans les grands moments? Mais elle a besoin aussi de garder ses nerfs. En Ligue des Champions, vous êtes sans arrêt provoqué. Vous pensez qu'avec Busquets, vous pouvez vous permettre de dégoupiller? Et il va pas arrêter de vous chercher pendant tout le match. S'il fait le match avec Busquets, ça va mal finir. Donc il faut qu'il reste calme. Et là, je pense que c'est le vrai palier encore pour lui à franchir ça. Comme Verratti. Verratti, c'est pareil. Est-ce qu'il Bon, va. on serait surpris qu'il prenne un carton. Quand même. Voilà. C'est deux Vincent dangers. Duluc, est-ce que vous êtes parvenu à saisir, à décrypter quels étaient les objectifs de jeu de Pochettino depuis son arrivée? Qu'est-ce qu'il cherche finalement? Une plus grande solidité défensive, une plus grande densité au milieu de terrain, par exemple? Si je suis sincère, je vais quand même vous dire qu'il faut vraiment regarder Pochettino avec les yeux de l'amour pour penser que le PSG joue mieux avec lui qu'avec Thomas Tuchel. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Et je pense que ça va venir. J'ai suivi Pochettino très près à Tottenham, d'autant que je suis assez proche du Goloris, donc il m'en a parlé longuement et il l'adore, etc. Ouais. Donc je suis sûr qu'il va arriver quelque chose. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu, mais qui est intéressant, je trouve, c'est que sur de très rares séquences, il y a un peu de replacement des joueurs offensifs. Voilà. Et je me dis, bon, ça c'est un vrai axe de progression, y compris qu'il y a un axe de progression individuel pour Mbappé et un axe de progression collectif pour l'équipe. Exactement. Mais contre Nice, par exemple, ça n'a pas existé du tout. Alors je dis clairement, c'était n'importe quoi. C'est pas possible que dans une équipe de ce niveau-là, les joueurs offensifs en fassent aussi peu. Donc la patte de Pochettino, pour l'instant, elle est quand même assez incertaine. Alors c'est très tôt, on est en cours de saison. Mais pour l'instant, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais il avait mis beaucoup de temps à Tottenham aussi. Je crois qu'il avait gagné un seul de ses 9 premiers matchs ou 2 des 9 premiers. Et il avait fallu qu'il trouve Harry Kane pour vraiment déclencher quelque chose. Moins vite que Tuchel à Chelsea, autrement dit. Ouais, mais on va dire, soir, Tourelle à Chelsea, il a récupéré un vestiaire qu'on ne pouvait plus de Lampard. On va dire ça a été un peu plus facile pour lui. Il arrivait sur un terrain qui était plus facile à conquérir. Je dis pas que... Parce que je pense que les rapports entre les joueurs et Tourelle n'étaient pas mauvais. C'est les rapports entre Tourelle et l'environnement du club qui ont fait qu'il se soit fait virer. Les joueurs, ils n'avaient pas envie de forcément un autre discours. Donc je pense que c'était peut-être un peu plus dur pour Pochettino de marquer une différence que ça l'a été pour Tourelle à Chelsea. Mais c'est ça que sur la patte Pochettino. Mais je crois que la patte au-delà du terrain, c'est un peu ce que je disais au début quand je dis que j'ai l'impression que Paris est plus serein. C'est ça, c'est effectivement comme vous l'avez dit. Je suis pas sûr que les joueurs en avaient marre de Tuchel, mais il y avait un environnement autour de lui et du club qui était devenu très négatif, très pesant. Et ça a impacté les résultats selon toi? J'ai l'impression que ça a impacté l'état d'esprit du groupe, la cohésion et par conséquent les résultats. Et donc je crois au-delà du jeu, c'est ça qui a amené Pochettino ou en tout cas le nouveau coach, c'est un petit peu plus de, comme je l'ai dit, de sérénité autour du club. On les laisse un peu plus travailler, alors qu'avec Tuchel, c'est devenu malheureusement, parce que c'est un coach que j'aime beaucoup. Mais je suis content pour lui. Il m'adore, je sais, il nous écoute d'ailleurs. Je sais pas parler allemand. Non mais je veux bien. Il a des super résultats. Je l'ai dit. Attends, on verra ce soir. Il joue ce soir. Au-delà de ce soir. Demain, pardon. Il joue demain soir. Ok. Je regarderai le PSG normalement, donc je pourrais pas regarder son match. Non mais je veux bien qu'on dise que les joueurs n'avaient pas marre de Tuchel, mais on parle de Paredes depuis tout à l'heure. C'était pas un titulaire en force avec Tuchel. Attends, on parle d'Icardi depuis tout à l'heure. On sait quand même qu'il y avait une rupture entre Icardi. Il a relancé quelques joueurs. Non, mais attends, il y avait une rupture entre Icardi et Tuchel. Enfin, clairement, on peut dire ce qu'on veut, il était blessé, ce que tu veux, mais il y avait une vraie rupture. Donc, je pense quand même qu'il y avait une partie du groupe qui était plus vraiment proche de lui. Voilà. Ça, Alex, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai dans tous les clubs et à chaque fois que tu as l'arrivée d'un nouveau coach. Et Tuchel lui-même a relancé des nouveaux joueurs à Chelsea qui étaient sous Lampard sur le banc. Voilà, c'est le jeu d'un nouveau coach qui arrive. Et vous avez raison, il joue ce soir, Chelsea. Voilà, ce soir. On va continuer à parler de ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain avec un auditeur. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes supporter Emmanuel du FC Barcelone. Comment vous voyez ce match, ce retour de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone? Je vois qu'il arrive au bon moment, sachant que Barcelone monte de jour après jour, semaine après semaine. On voit qu'il monte en compétences, les joueurs commencent à se trouver. Paris a changé d'entraîneur, je pense qu'ils ont fait le bon choix de changer d'entraîneur. Est-ce que Pochettino va être le bon? Ça, je suis un peu plus sceptique. Et il n'a pas eu encore le temps de mettre sa patte, en tout cas dans le jeu du PSG. Je vous entendais et je suis bien d'accord pour vous dire qu'aujourd'hui, Paris n'est pas spécialement en place. Alors, je sais que ça ricane. Après, il y a des... On n'a pas dit ça, non? Il y a des signes qui ne trompent pas quand on a un Neymar blessé et un Di Maria aussi, absent encore pour le match de demain soir. On dit peut-être que le temps a changé et que Barcelone aujourd'hui a repris entre guillemets un peu la main
Alors pour le match de justement, demain. la main Emmanuel, le Barça qui a mis Manita hier à la veste 5 buts avec un magnifique doublé de Messi. Comment tu vois les dernières performances des Barcelonais? Est-ce que tu as l'impression que notamment sur le plan offensif, ça va beaucoup mieux et que c'est de bon augure pour la suite? Alors, c'est le point fort du Barça d'aujourd'hui. Offensivement, ça roule. Par contre, défensivement, j'avoue que ça devient très compliqué très rapidement. Les joueurs comme Pedri, les joueurs comme Trincao, etc., ils sont vraiment dans le moule Barça. On sent même le petit jeune Riqui Puig, qui est vraiment un joueur spécial barcelonais. Vraiment, on sent que c'est la patte catalane, quoi, la formation, la Masia. Ça joue devant. Derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où ça fait peur. C'est là où Paris peut faire peur. Bon, d'un autre côté, on voit que il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria. Je sais que je me répète, mais c'est important quand on remplace un Di Maria en Neymar par un Keane ou un Sarabia, c'est pas la même histoire. Benjamin? La question Emmanuel et tous, c'est quelle défense centrale pour Barcelone? Voilà. Quand tu vois, alors là tu parlais hier, Steve, tu as raison de la victoire de Barcelone, mais plus tard, Avant-hier. Avant-hier, pardon. plus tôt dans la semaine, mardi ou mercredi, le match de coupe contre Séville, une défaite. les buts sont catastrophiques pour la défense centrale. Tu as un but de Koundé qui est merveilleux, qui traverse le terrain. Et Samuel Umtiti, ça nous fait de la peine, mais malheureusement qui est dans une situation vraiment très délicate. Donc je sais pas quelle va être la défense centrale demain soir, mais je crois que ça va être l'anglais, peut-être, ou alors l'anglais ou Umtiti. Mais si c'est ça, franchement, côté PSG, mais tu parlais, Alex, tout à l'heure, tu disais que le match va se résumer, selon toi, et je crois que tu as tort, du coup, non, mais c'est vrai. Je crois que tu disais ça va se résumer à attaque-défense, défense pour Paris. Moi, je crois que c'est l'inverse. Si tu as l'anglais et Umtiti en défense, mais je crois que la clé du match, ça va être de savoir, et je crois que oui, si Mbappé va pouvoir prendre de vitesse Umtiti et l'anglais, la réponse est évidemment Vincent oui. Duluc, c'est l'axe défensif qui est le plus problématique à Barcelone en ce moment? Ah bah oui, en ce moment, effectivement, surtout, enfin, ils envisagent même qu'il y a un des deux gauchers qui joue axe droit. Enfin, c'est vraiment... c'est deux gauchers, c'est ce que veulent jamais les entraîneurs, pour une raison d'ailleurs qui n'est pas toujours rationnelle et qui est parfois mal comprise. Ils sont d'accord pour avoir deux droitiers dans l'axe, mais pas deux gauchers. Donc voilà, ça fait partie des trucs d'entraîneur. Mais oui, bien évidemment qu'on est inquiet. Clément Lenglet traverse malheureusement une de ses plus mauvaises périodes sur le plan individuel depuis quelques mois, on va dire depuis 4-5 mois, alors qu'il avait vraiment été fantastique depuis son arrivée à Barcelone. Samuel Umtiti, effectivement, est parvenu. Piqué, on ne sait pas trop. Donc oui, ça va être très compliqué. Le meilleur, c'est Araujo, et a priori, il est blessé. Donc voilà. Au-delà de ça, par rapport à tout ce que dit Emmanuel, j'entends, je comprends. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Barça, demain, va jouer cette saison. C'est-à-dire que le Barça a perdu le titre en Espagne, c'est certain, vu que l'Atlético de Madrid est loin devant. Paris n'a pas eu le temps de s'angoisser avec la Ligue des Champions, c'est ça que je veux dire. C'est que le Barça, à mon avis, ils ont joué le match depuis 10 jours, 15 jours, parce qu'ils savent qu'ils sont plus dans le coup en championnat. Tu penses que c'est la seule compétition qu'ils espèrent gagner cette année? Aujourd'hui, oui. La seule grosse compétition. Paris. Pas favori, hein. Non, mais pas favori, en tout cas, ils sont encore dans le coup, c'est ça que je veux dire. En championnat, c'est plus le cas. Paris n'a pas eu le temps de s'angoisser parce que Paris est derrière en championnat, était derrière en championnat, et donc Paris s'est construit sur le championnat. Et là, je me dis que demain soir, peut-être que, en arrivant avec moins de pression, en arrivant un peu plus libéré, en se disant voilà, on est les blessés, on est peut-être plus favoris, Paris a peut-être joué un peu plus libéré, peut-être. Barcelone a des blessés. Barcelone ont des blessés aussi. Hein. On a quand même des gros blessés, notamment comme Coutinho. C'est pas des joueurs de Ligue 2, quoi. C'est du haut niveau. On a quand même un Ousmane Dembélé qui est en pleine forme, par contre. Ouais. Il n'a pas joué, il a été préservé, il a joué quelques minutes samedi soir. Griezmann qui est bon dans le jeu, qui marque pas mais qui est bon dans le jeu. Oui, la défense, la dernière fois, là, il y a pas si longtemps, le 4-0 qu'on a pris face à Paris. Il y avait Umtiti et Piqué de souvenir. Je crois qu'il y avait peut-être aussi Jordi Alba. Donc il y en a 3 sur 4 qui sont encore là. C'est pas rassurant, ça c'est sûr. Mais bon, 1 mois, 3 semaines après, c'était les mêmes qui étaient là pour faire la remontada. Je veux vexer personne, mais bon. Non, mais c'est bon, on a des calmants, on se soigne comme on peut. Merci beaucoup, Emmanuel. On prend une bonne paille là. Merci. Salut Emmanuel. Vincent Duluc, qu'est-ce qui a changé dans le Barça de Ronald de Koeman depuis son arrivée? C'est difficile. D'abord, la question que ça pose surtout, c'est qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va mieux, en quoi ça a changé en mieux? Pas grand-chose. C'est une équipe qui va pas mieux, qui avait déjà perdu quand même un peu de son esprit, de son jeu et de son brio avec Valverde.
Et là, c'est la même chose. Enfin, dire, ça, voilà, ça. C'est une année zéro, on prépare la prochaine saison déjà ? Non, ça n'existe pas au Barça. Il n'y a pas d'année zéro. Il y a que le match qui suit. Il y a que l'impatience. Il y a que l'urgence. C'est comme Real. C'est un football qui appartient. Enfin, c'est les clubs qui appartiennent aux socios, donc où on peut pas construire parce que le temps politique est trop réduit entre les élections, absolument, et que les présidents sont réélus en fonction des victoires, pas en fonction de leurs objectifs. Il y a un éditorialiste hier dans la presse catalane qui présentait Koeman après cette victoire comme le résultat de l'équation entre Cruyff, qui était son entraîneur au début des années 90, et Louis van Gaal, dont il était l'assistant à la fin des années 90. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme des présentations de Koeman ? Je pense que c'est une forme de fainéantise intellectuelle de placer un Néerlandais entre deux autres Néerlandais qui sont allés à Barcelone. S'il avait été suisse, je ne sais pas ce qu'il aurait trouvé. Il aurait fallu qu'il trouve autre chose. Barcelone, entre Otmar Hitzfeld et je ne sais quoi. Enfin, bon, je ne sais pas. Voilà, non, non, je trouve que c'est une facilité. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de commun entre le football de Ronald Koeman et le football de Cruyff ou Guardiola. J'ai du mal. J'ai un peu de mal, franchement. Messieurs, évidemment, tous les regards seront braqués demain dans l'équipe de Barcelone sur Messi. Comment vous le trouvez, Messi, ces derniers temps ? Il a marqué, je le disais tout à l'heure, un très beau doublé ce week-end exceptionnel. Il va mieux, mais comme l'a dit Franck tout à l'heure, il est capable de ce type de fulgurance. Il est capable aussi d'être complètement transparent, comme il l'était ces derniers temps, avec tout le contexte qu'il y a autour de lui, son contrat, son transfert. À Paris ? Pourquoi pas, parlons-en peut-être. Alors vas-y, lance-toi. vas-y. Mais non, mais bon, c'est plus que des rumeurs. C'était une rumeur il y a quelques mois. Maintenant, il y a des choses un peu plus assistantes. Voilà, on se dit, est-ce que ce serait... Quand on voit la une de France Football, ça lui va bien le maillot du PSG. Donc on peut dire, il y a cette carte aussi psychologique qui peut peut-être exister. Juste pour dire, Franck, que ce maillot lui va bien. Oui. Mais il ne faut pas que ça soit celui de samedi. Le rose, ouais. J'ai fermé la parenthèse à vous. Alors là, si on parle de design, je suis d'accord pour faire 2 heures là-dessus, ne jamais faire une erreur pareille. J'ai eu une rétine qui a crevé. Donc, on est totalement d'accord. C'est le bon maillot du PSG. Il lui va très bien. 2, le fait de faire ça, pour une fois, c'est les Français, et c'est Paris, qui fait et qui titille les Barcelonais ou un club étranger en Champions League. C'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que le statut du PSG le permet aujourd'hui. Avant, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, donc, la probabilité d'un Messi au PSG est totalement là, possible. 3, est-ce que ça va changer le jeu de Messi demain soir ? Ça, on va le voir. Mais c'est aussi une inconnue incroyable. C'est que si les tractations sont en cours, en route, même pour certains quasiment faites, qu'est-ce que ça va changer demain ? Moi, j'attends de le voir. Alors la presse catalane nous dit aujourd'hui que finalement Messi pourrait rester puisque Mbappé resterait lui aussi jusqu'à la fin de son contrat. Non, mais Est-ce que c'est une manière pour les journalistes un peu d'alimenter le match, d'alimenter le match, juste pour mettre une répondre petite à carte dans Franck, le jardin de Paris ? on parle de Messi, Franck. On parle pas d'un joueur de Ligue 2 comme disait Emmanuel tout à l'heure. Bien sûr. Peu importe s'il y a les contacts, les contrats qui commencent à être préparés et tout, demain il est sur le terrain et il va jouer pour Barcelone. Au contraire, même ça va le. Voilà, et s'il décide de jouer Messi, c'est là que le PSG peut perdre le match. C'est à ce moment-là. Parce que c'est vraiment le facteur X du match. Voilà. Après, t'as raison, mais il peut pas tout faire tout seul non plus. Défensivement, c'est pas lui qui va arrêter Mbappé quand il va le prendre dans le dos. Donc, défensivement, c'est pas lui qui va faire grand-chose. Mais donc il peut pas tout faire tout seul non plus. Doublé, bon. Voilà. Mais on peut. Enfin, je pense que Paris va marquer des buts. On risque d'en prendre, mais on va en marquer. Il ne faut pas négliger, je pense, quand même l'appétit de Messi. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis 2011, depuis 10 ans, il a gagné une seule fois la Ligue des Champions. Ça va faire une fois en 10 ans. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est censé dominer à ce point le football mondial et qui ne parvient pas à le dominer en sélection, finir par quelque chose d'important avec Barcelone, ça c'est indispensable. Et il a égalé hier le nombre de matchs joués avec le Barça, 505 matchs, il a égalé. Xavi, est-ce que vous percevez une évolution dans le jeu de Messi depuis quelques mois, depuis l'arrivée de Ronald Koeman ? Est-ce qu'il joue différemment ? Est-ce qu'il se replie un peu moins défensivement ? Est-ce qu'il s'appuie un peu plus sur ses partenaires d'attaque ? Ça fait longtemps qu'il ne se replie pas défensivement, ça fait longtemps qu'il choisit avec qui il veut jouer, avec qui il veut attaquer. Non, mais est-ce qu'il recule un petit peu moins pour moins récupérer des ballons de derrière qui se cantonnent plus S'il recule moins, c'est parce que les ballons arrivent mieux, peut-être, mais autrement, il reculerait. Il ne supporte pas de ne pas toucher le ballon. Mais il n'est pas toujours... moi, je me souviens des 2 matchs, par exemple, de Lyon il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, où on l'avait vu seulement quand les espaces étaient ouverts et que Barcelone menait. Avant, dans la première heure, on ne le voit pas beaucoup, il a du mal. Sans espace, il est quand même pas super à l'aise. C'est plus un joueur qui va dribbler 4 mecs. Donc je pense que il faut vraiment ne pas laisser d'espace, l'isoler un peu du reste de l'équipe. Mais son jeu n'a pas tellement changé. Il reste toujours capable de fulgurance assez incroyable.
Un dernier mot sur le grand absent de ce match, au moins de ce match Oh, aller. super. Alors, il va y avoir Neymar. débat, Non, ce là. sera pas toi, Franck. Non, je fais Neymar, est-ce que On avait un débat avant même le début de allez-y, l'émission on va sur relancer il faut sur- protéger, il faut pas protéger Neymar. Écoute, moi j'en sais rien, tout ce que je sais est-ce que c'est pas regrettable de le voir à nouveau blessé pour ce grand match? C'est extrêmement regrettable. Tous les supporters du PSG et du football d'ailleurs sont très tristes de ne pas voir Neymar sur le terrain. Ah bon? Bon, bah, en tout cas, moi je suis très triste de ne pas voir Neymar sur le terrain. Après, moi il y a des débats que je comprends pas. Je n'arrive pas intellectuellement à comprendre. Est-ce qu'il faut protéger Neymar? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment un arbitre protège Neymar? Comment un arbitre empêche le fait qu'un joueur fasse une faute sur lui? Du coup, alors il faut que Neymar lui-même fasse attention, ne dribble pas. Enfin, c'est des débats que Ne je comprends chambre pas. pas. On a un artiste dans le championnat, on a un artiste au Paris Saint-Germain. Parenthèse, quand tu vois le match hier soir, OM Bordeaux, Pas beaucoup d'artistes hier. mais remercions le Paris Saint-Germain d'être là, et pas que Paris d'ailleurs, remercions d'avoir dans notre Ligue 1 des joueurs comme Neymar, Mbappé, à Monaco, des Ben Yedder, des Depay. Mais franchement, remercions d'avoir des joueurs comme ça. Est-ce qu'il faut les protéger ou pas? Je te le dis intellectuellement, je comprends pas ce débat. En tout cas, c'est très triste qu'ils soient pas sur le terrain demain. Alex, est-ce qu'il est un peu responsable de son absence, Neymar? Non. Non, mais oui, oui, il est Non. Non, mais il est responsable de son absence un petit peu, forcément, mais pas que. Il dit ça pour moi parce que je dis il faut protéger les joueurs. Oui, il faut les protéger. Explique ce que ça veut dire. Non, mais quand tu vois, d'abord, je vais expliquer. Calme-toi. Hein. Je vais expliquer. Non, mais quand tu vois sur le terrain mercredi soir contre Caen que le joueur en question, le Canet, il prend pas de carton jaune sur la deuxième faute et qu'après c'est sur l'accélération. Oui, Neymar n'a peut-être pas à chambrer, mais c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Il veut chambrer, il fait ce qu'il veut et qu'il a pas pris de carton jaune. Bah, c'est ça que j'appelle protéger les joueurs. Je suis désolé. Il faut protéger les joueurs. Il faut les sanctionner quand ils méritent d'être sanctionnés. Alors, quand tu Franck vois et Vincent contre Diniz, Marseille, ils sont pas attends, d'accord. je finis. Je suis Quand tu vois absolument contre pas Marseille, d'accord. non mais attends, quand tu vois contre Marseille, Alvaro González qui arrive toujours sur le même Neymar. Non mais c'est pareil. C'est toujours sur le même Neymar qui a même pas penalty, qui a même pas carton jaune. Alors qu'il arrive sur le côté par derrière. Bah oui, je dis il faut protéger les joueurs. Peut-être que ça va faire redescendre un petit peu le débat. Alors je parle de Neymar, mais ça pourrait être valable pour d'autres joueurs. Franck et Vincent. C'est comme en psychothérapie, on ne peut pas protéger les gens contre eux-mêmes. À un moment, je suis désolé, mais la meilleure protection de Neymar s'appelle Neymar. Comment se fait-il que depuis des années, entre janvier et février, il a toujours les mêmes blessures, toujours le même comportement? C'est un type, on sait très bien qu'il a malheureusement, c'est un génie du foot, comme on l'a rarement vu, et quand il a signé, vraiment, moi, j'ai été le voir, on me dit, mais on a rarement vu ça, pourtant on avait déjà Mbappé, mais les deux ensemble, c'était formidable. Il n'a jamais été là pour les grands matchs décisifs, et à chaque fois, il recommence les mêmes erreurs. Encore une fois, on peut faire des erreurs, c'est humain dans la vie, surtout dans le sport. Mais toutes les mêmes erreurs de comportement. Je suis désolé, mais tous les ans, on a la paracha, je dirais, ou le chapitre sur son anniversaire, sur ses blessures tendineuses Est-ce qui qu'il y a sont un quand même... problème, Vincent Diniz, est-ce qu'il y a un problème extra-sportif avec Neymar, notamment en Je suis début d'année? convaincu, je suis convaincu. Moi, je dis pas qu'il y a un problème extrasportif avec Neymar. Je dis juste il vit pas le football comme le vivent Messi et Ronaldo, par exemple. Voilà. Alors, c'est sa liberté. Mais à cette liberté, il y a forcément ça a forcément des conséquences. Voilà. Et je pense que parfois, cette liberté-là, que je respecte, a des conséquences sur le pourcentage de matchs qu'il arrive à jouer depuis qu'il est au PSG, qui a environ de 50%. Ou 53%. Voilà, c'est ça. Mais, donc effectivement, ça a un Mais impact. est-ce que son club pourrait lui demander davantage de gérer un peu mieux sa vie extra-sportive? Il ses soirées était comme ça avant, son club était prévenu, son club peut espérer qu'il change, peut espérer trouver des entraîneurs qui savent le manager et qui savent lui faire passer le message de l'exigence en lui disant tu vas pouvoir jouer 10 ans de plus si tu es un peu plus sérieux, etc. et tout. Tu vas pouvoir jouer 10 ans de plus si tu es plus sérieux. Et puis aussi, si tu arrêtes de faire de chaque match, à chaque fois que tu te fais frotter les chevilles, d'aller y retourner vers le même pour le chambrer, lui faire Bien un petit sûr. pont, un truc comme ça. Effectivement, je suis d'accord que les arbitres doivent protéger les joueurs. Mais d'abord, ils le font 1000 fois mieux que pour toutes les générations précédentes. Il suffit de voir les images des années 70, 80, 90. C'était une horreur. Tacle à la glotte. C'était absolument une horreur. Et sans compter que les matchs encore, c'était jamais télévisé, donc on n'en parle même pas. Donc je trouve qu'il est protégé, mais effectivement, il faut qu'il se protège un peu de lui-même. Moi, j'aurais envie de le voir jouer. Et ce qui est inquiétant, c'est que la seule fois où le PSG a passé les huitièmes depuis qu'il est là, c'est quand il a Il a joué. été exceptionnel. Ouais. C'est quand il a joué. Donc ça fait une vraie différence. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un vrai changement dans le foot moderne. C'est qu'avant, les trentenaires étaient considérés comme des vieux, et aujourd'hui, 8 des 10 meilleurs avancantes du monde, ils ont entre 33 et 40 ans. Ouais. Entre 33 et 40 ans. Lewandowski. Mais tu as une hygiène de vie Mais c'est donc, ça, oui. au-dessus de la moyenne. Donc aujourd'hui, on peut faire durer sa carrière. Je vois pas, pour l'instant, je vois pas comment Neymar pourrait jouer encore en Europe à 39 ans, Ah ouais. avec la vie qu'il mène. Possible. Mais c'est son choix. c'est Mais son voilà, choix. exactement. Mais il est comme Benjamin. ça. Tu peux pas dire est-ce qu'il faut que Neymar change, est-ce qu'il faut que Neymar ne soit consacré Non, qu'à mais 150% au football. Il est comme ça. Il l'a dit dans son interview et notamment dernièrement à Le
son club pourrait peut-être exiger qu'un mois avant les grandes compétitions, de se moins sortir, de faire un peu plus attention à ses... Ok, mais si tu fais ça, tu nies ce qu'il est. Il n'est un grand joueur que s'il a cet équilibre perso et pro. Il a besoin... Non. Attends, Ronaldinho était comme ça aussi. Ronaldinho était génialissime quand il avait cet équilibre. Et pourquoi on veut pas accepter que Neymar c'est la même chose? Quand même, non? D'accord. Neymar, c'est pas Cristiano Ronaldo. C'est pas un mec qui est dédié à 250% au football. Il arrive quand même 20 ans après Ronaldinho, à peu près. Et à un moment où, encore une fois, le foot se vit autrement, que tous les grands joueurs du foot, ils veulent laisser une trace. Ils ont une espèce d'orgueil qui les pousse à être parfait dans la préparation invisible, alors que malheureusement Neymar, son orgueil le pousse juste à retourner, provoquer Iago, le joueur de Caen. Est-ce que ce point de vue-là, Mbappé est l'anti-Neymar? Non, pas encore, parce que je suis pas persuadé que Kylian Mbappé fasse encore le même métier que Cristiano Ronaldo. Pas encore, il est trop jeune. Il a eu trop de choses assez facilement, avec des sacrifices. Encore une fois, j'ai toujours du mal à dire que c'est facile pour des joueurs, parce que le grand public ne se rend jamais compte de la somme de sacrifices que c'est et de la somme de travail qu'il faut pour passer comme ça par le chat d'une aiguille et arriver au plus haut niveau. Donc j'aime pas dire que c'est facile. Mais lui, il a tout eu rapidement sur sa vitesse, sur son talent. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il essaie de se réinventer un peu en augmentant un peu son volume de jeu. Donc oui, il va falloir qu'il change. Donc c'est pas l'anti-Neymar, mais il est moins blessé. Mais les mois qui se sont écoulés à l'automne et la remise en cause dont il a fait l'objet doivent le faire réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Vincent Duluc, sur l'avenir justement de Kylian Mbappé? Il y a des rumeurs tous les jours, il va rester, il va partir, il va prolonger, il va rester sans prolonger. Quelle est la tendance selon les informations dont vous pouvez disposer? Pour l'instant, là, je pense que la première tendance, c'est qu'il ne prolonge pas. Il n'a pas l'intention de prolonger pour l'instant. Donc soit il s'en va tout de suite, et le PSG touche une indemnité de transfert, soit il reste un an de plus. Et dans un an, le PSG perd beaucoup trop. Ah oui. Beaucoup trop. C'est pas possible. S'il est libre, le PSG, même avec un an de contrat, le PSG peut au moins avoir entre 100 et 120 millions d'euros, quand même, probablement. Donc je ne vois pas comment le PSG peut se le permettre. Et il n'y a pas de raison de penser que pour les beaux yeux du PSG, Mbappé prolonge son contrat pour que le PSG touche un alors qu'il pourrait avoir la liberté complète de choix s'il ne prolonge pas. Mais je ne comprendrais pas un départ d'Mbappé. Mbappé, il a une ambition qui est immense, il a raison parce que c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, il veut gagner des titres, il veut gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, franchement, quel est le club parmi ceux qui sont intéressés par lui, c'est-à-dire on parle du Real et de Liverpool, quel est le club qui va être capable de lui payer le salaire qu'il veut et de gagner la Ligue des Champions? Franchement, à part le PSG, je ne vois pas. Pour le salaire, c'est pas un problème. Et pour la Ligue des Champions, c'est quand même pas un problème de salaire. Parce que tout le monde pourra lui payer. Parce que dans l'économie du foot, même en crise, c'est jamais les grands joueurs qui vont poser problème. C'est les joueurs moyens. C'est les joueurs moyens qui créent la dette. C'est pas les grands joueurs. Les grands joueurs ils créent de la richesse. Les joueurs moyens ils créent de la dette. Donc il n'aura pas de problème pour son salaire. Après pour le PSG, ce qui est compliqué, c'est de dire qu'il n'y a qu'au PSG qui peut assouvir ses ambitions de Ligue des Champions, alors que depuis 6 ans, le PSG a passé une fois les huitièmes. Une fois les huitièmes, c'est difficile. Mais on parle du Real Madrid. Aujourd'hui, s'il part au Real Madrid demain, il n'est pas plus sûr de gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. On va dire que je te parle aujourd'hui. On va dire que statistiquement, sur la longueur, il a un peu plus de chance. Et puis n'oublions pas que, c'est pas un joueur qui gagne une Coupe d'Europe déjà. Et s'il se déplace dans un club, que ce soit Real ou Liverpool, il y aura un environnement autour de lui pour créer cette équipe qui gagnera. C'est pas un joueur providentiel, ça n'existe pas. Alors que si demain, c'est vrai qu'on imagine, moi je rêvais d'une arrivée de Messi au PSG et de faire Messi, Neymar, Mbappé. Si on n'y arrive pas, dommage, on aurait pu vivre quelque chose de très beau. Je préfère qu'on garde nos sous pour garder Mbappé. Hein. Non, mais moi j'aimerais Mbappé quoi qu'il arrive. Au-delà de ça, moi aussi j'aimerais bien qu'Mbappé reste au Paris Saint-Germain, mais si on se met dans la peau du joueur, 2 secondes, il a 22 ans. Il a 22 ans, je pense que c'est pas mal qu'il aille voir ailleurs Mbappé. Il va pas faire toute sa carrière au PSG, ça n'existe plus ces carrières comme ça aujourd'hui. Non mais si, je suis désolé, ça peut être pas mal qu'il aille jouer en Angleterre, alors peut-être pas en Angleterre, plus en Espagne, et même pour l'équipe de France. Enfin, pensons un peu aussi à ça. Pour l'équipe de France, qu'il aille apprendre à jouer contre d'autres défenseurs. Peut-être aussi la possibilité de retrouver Zidane. Mais oui, ça serait rien n'est sûr pour l'instant avec Zidane au Real. En équipe de France ou au Real? Non, au Real, même si rien n'est sûr. Ah non, au Real, il ne retrouvera pas Zidane. S'en aller Zidane. Vous demandez les infos, mais là, c'est même pas les infos. C'est une certitude. L'année prochaine, il ne sera plus lui. Ah oui. Est-ce que Mbappé pourrait signer? On parle beaucoup évidemment du Real Madrid. Est-ce que Liverpool a une chance dans ce dossier? J'en sais rien, ça m'étonnerait. J'y crois pas beaucoup. Après, Liverpool va devoir là se réinventer un peu et réorganiser un peu son. Mais enfin, non, c'est derrière. Il faut surtout que les gars sortent de l'infirmerie. Van Dijk, il est encore blessé. Non, mais ils ont leurs 4 défenseurs centraux blessés en ce moment. Donc c'est difficile. Van Dijk, Gomez, Matip et puis le jeune Williams. Alors que c'est un peu difficile, mais.
Mais Liverpool, j'ai un peu de mal à y croire. Moi, je pense qu'il est obsédé par le Real depuis toujours. Ouais. Il avait le poster de Cristiano Ronaldo dans sa chambre à Bondy. Il a toujours gardé, on va dire, le seul maillot qui était exposé dans la maison, dans la montée d'escalier, c'était celui du Real, quand il était gamin. Voilà, je pense qu'il pense qu'à ça. Ça sera Paris ou le Real. Ça sera Paris ou le Real pour moi. Je suis sûr. Messieurs, on va quitter les joutes européennes pour revenir à notre belle Ligue 1. On a parlé déjà du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Lille et Lyon ont raté le coche ce week-end. Défaite de Lyon contre Montpellier 2-1. Les Lillois ont été, eux, tenus en échec 0-0 contre Brest. On va commencer peut-être par Lyon. Vous êtes un peu déçus par la performance des Lyonnais contre Montpellier? Bah ouais, voilà, ça s'est arrêté. Ils sont dans un coup de moins bien alors qu'ils étaient très très bien depuis le début. Qu'est-ce qui marche moins bien, Il y a un beau match justement de Montpellier. Montpellier qui joue bien. Montpellier qui joue très bien, qui a bien joué son coup hier. Et non, rien de spécial, mais t'as des joueurs qui sont moins bons. Depay était moins bon. Belle erreur de Lopez aussi dans les cages. Il y a une erreur de Lopez, mais ça, c'est son jeu qui est comme ça. Il est très. Il accentue beaucoup ses mouvements. Hier, il veut faire une petite manchette qui n'a aucun intérêt. Et du coup, ça fait une erreur, quoi. Et il n'est pas obligé de la faire, cette manchette. Non, mais c'est son jeu, comme tu l'as dit. S'il ne le fait pas, c'est plus lui. C'est qu'à un moment, on ne peut pas reprocher surtout à des joueurs déterminants comme ça, évidemment c'est le dernier rempart, de ne pas faire ce qui l'a rendu aussi célèbre et ce qui crée une attente. Donc moi, je me dis, la prise de risque, c'est ça aussi, on ne gagne pas à tous les coups. Mais ça fait Vincent, partie sur du Lyon, foot. que vous suivez depuis très longtemps. Ouais, j'étais au match. Je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. C'est peut-être même un de leurs meilleurs matchs en 2021. Où pour le coup, malgré les bons résultats, ils sont, globalement des bons résultats, ils sous-performaient. Là, ils ont fait un assez bon match. Ils finissent à 24 tirs à 12. Ils ont plein d'occasions. Et voilà, ils perdent Notamment en deuxième mi-temps avec Slimani. Voilà, ils perdent sur une erreur de Lopez, qui avait déjà fait une erreur qui avait valu la défaite contre Metz, puis le match nul contre Brest. Tout ça en 2 mois, donc c'est rare chez lui. Ouais. Peut-être que le changement d'entraîneur de gardien et le départ de Grégory Coupet l'été dernier a pesé. C'est possible. Mais ça reste une équipe qui a quand même des ressources. On avait vu en milieu de semaine que Slimani et Cherki étaient un peu rentrés dans la danse contre Ajaccio en Coupe de France. Je pense que la petite erreur de Rudy Garcia, c'est de s'accrocher à la même équipe type que celle qui avait porté l'OL en octobre, novembre, décembre, en gagnant au parc, en impressionnant, en dominant au milieu. Là, ils sont un peu moins bien. Il y a des joueurs individuellement qui sont moins bien. Je pense qu'il faut qu'ils sortent de sa logique et qu'ils trouvent une hiérarchie, même provisoire, mais une autre hiérarchie, quoi. Lille, hier, c'était 11 tirs et 0 cadré. C'est une première pour Lille depuis 1 an et demi. Lille était sur une série de 6 victoires consécutives en Ligue 1. Est-ce qu'il méritait hier soir de gagner, même difficilement, mais de gagner malgré tout contre Brest? Non, mais en tout cas, Lille. Il est plus inspiré que toi, j'ai l'impression. Non, mais vas-y. Non, mais Lille, Lyon, toutes ces équipes, c'est aussi. Le rythme est incroyable, la cadence est incroyable. Donc ça peut arriver aussi de manquer un peu de chance. Et c'est ce qui est arrivé un petit peu à Lille et aussi un petit peu à Lyon, même si Lyon, voilà, pour en dire un mot, moi je trouve que Montpellier a bien joué et Montpellier a fait le taf aussi. Hier, Lille, c'est un peu de manque de chance, effectivement. En tout cas, de manque de tir cadré aussi, c'est certain. Lille reste, selon vous, le principal challenger du Paris Saint-Germain? Pour moi, c'est Lyon. Non, mais les deux. Et si le PSG n'est pas meilleur que ça, tout peut arriver. Parce que la réalité, c'est qu'il ne devrait pas y avoir match. S'il y a match, c'est parce que le PSG a déjà perdu 5 fois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que 5 fois après 24 ou 25 journées, 24 peut-être. C'est 25, voilà. C'est beaucoup trop. Et justement, en début d'émission, on se demandait quel était l'impact de Pochettino. Et finalement, ce qui est révélateur, c'est que on pensait qu'avec Tourelle, PSG ne pouvait ne pas être champion de France. Et là, Pochettino est arrivé et on pense toujours que le PSG peut ne pas être champion de France. Alors, l'autre événement de cette... Mais c'est avec Pochettino. de cette 25e journée de Ligue 1, c'est la victoire tant attendue du FC Nantes, victoire à Angers, 3-1. Je vous propose d'écouter la réaction du nouveau coach des Canaries, Antoine Comboiré. Je dis ça donne un peu de répit, surtout. Voilà. Ils vont passer une bonne soirée. Mais il faudra donc dès demain se préparer pour ce match de samedi. Il y a comme ça, l'exigence, elle doit être à ce niveau-là tout le temps. En fin de saison, ils pourront être contents si on a atteint notre objectif. Est-ce que Comboiré peut sauver Nantes?
Benjamin ? C'est vraiment compliqué de parler de Nantes parce que c'est quand même un spectacle depuis le début de la saison qui est assez catastrophique. L'épisode Domenech, on en parlera peut-être. Mais Camboiré, en tout cas, ouais, le pauvre, c'est devenu un pompier de service. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu depuis Toulouse, il n'avait pas eu ce rôle. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait amener de la motivation parce que c'est ça en fait. C'est même pas trop une question de jeu. Il y a une stat qui est un peu terrible avec Camboiré. Il restait avant ce match sur 30 défaites lors de ses 45 derniers matchs. Il était lui aussi sur une mauvaise spirale. Oui, d'accord, les équipes qu'il avait, le pauvre aussi, Toulouse, Dijon, Guingamp. Voilà, donc bien son nom, des défaites évidemment qu'il en a eu. Mais en tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui sait dans ces moments-là mettre tout le monde en mode commando. Ouais. Hier, on le voit. C'est dans l'état d'esprit hier que les Nantais sont irréprochables, ils se battent. Ouais. Et donc, je crois que pour le maintien, ça va être ça le plus. Et peut-être qu'on en parlera aussi, mais toutes les équipes, beaucoup d'équipes du bas de tableau ont gagné. Et franchement, la descente, ça va être très intéressant. T'as Nîmes qui gagne, du coup, Dijon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et qui joue bien, Nîmes. En plus. Lorient qui fait une remontada exceptionnelle au classement. T'as Saint-Etienne qui a gagné aussi à Rennes. Donc, ça va être intéressant. Et donc, pour Nantes, il faut vite se remettre en marche. Le mental, Vincent Duluc, c'est le principal levier sur lequel peut s'appuyer Camboiré à Nantes ? J'en suis pas sûr. Ça peut marcher une fois, mais après... Non, mais bien sûr qu'il faut avoir un discours un peu guerrier dans ces cas-là, mais il faut aussi avoir autre chose que ça. Après, Nantes... paradoxalement, je trouvais que les deux matchs d'avant, à part la première mi-temps contre Lille qui était catastrophique, mais les deux mi-temps à Saint-Etienne et la deuxième mi-temps contre Lille, c'était pas si mal dans le jeu. Il y avait déjà 2-3 petits trucs qui étaient pas trop mal. Donc, mais lui... Donc il fallait laisser un peu plus de temps à Raymond Domenech ? Non, j'ai pas dit ça. Alors là, c'est la règle du jeu. Gourcuff s'était fait virer après 7 matchs sans victoire. Lui, il se fait virer après 7 matchs sans victoire. On peut au moins dire que la règle a été la même pour les deux. Donc après, Camboiré arrive... Effectivement, il n'avait pas réussi du tout à Toulouse, dans des conditions identiques, avec des promesses au début, mais pas de victoire. Là, il gagne la première. Ça peut être intéressant. Maintenant, je ne sais pas quel impact vont avoir les supporters nantais. Ouais, peut-être le fait qu'il ait joué à Nantes, ça va lui donner une espèce d'immunité. Mais enfin, l'écart entre le jeu à la nantaise et Antoine Camboiré, c'est quand même... c'est la faille de San Andreas, quand même. Oui, t'as raison, mais après, à Nantes, à la différence de Toulouse, c'est qu'il y a des joueurs. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs de talent, là, en ce moment. On n'en parle pas beaucoup. D'abord, t'as un bon gardien qui n'est pas beaucoup aidé par sa défense, soit. Non. Moi, j'aime bien Lafont. Alban Lafont. Ouais, moi, je l'aime bien. Je trouve que c'était un talent. C'est pas un bon gardien, Alban Lafont Mais je sais pas, je le trouvais meilleur à 18 ans, mais... Ouais, non, mais... Moi, je le prends beaucoup sur MPG. Non, mais je le trouve pas mauvais. Et puis, non, mais il y a Louza, il y a Simon, il y a Simon. T'as Colomani, j'arrive jamais à dire son nom. Colomani, Ludovic Blas. Je trouve qu'il y a des joueurs, il y a quelque chose quand même, il peut s'appuyer sur quelque chose. Il y a Touré aussi qu'on voit un peu moins bien. Voilà, donc à voir. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien ce côté, le fait qu'il ait joué, c'est important pour les supporters à Nantes. Non mais c'est important. Ouais, mais enfin c'est mettre une étiquette. Enfin c'est trop facile. Il est pas vraiment nantais dans le jeu, Camboiré. Il jouait défenseur central. Ouais, mais il a été formé là-bas. Non mais d'accord, mais l'idée du jeu nantais, c'est le mouvement, c'est la passe, c'est que le mouvement déclenche la place, c'est des jeux à 3. Il a jamais fait ça de sa vie. Mais si on va demander l'avis, maintenant à un supporter du FC Nantes. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes supporter donc du FC Nantes. Est-ce que vous êtes un peu soulagé après cette première victoire depuis longtemps du FC Nantes ce week-end ? Bien sûr, on est soulagé parce que, comme vous l'avez dit, ça fait depuis des années que c'est le bordel à Nantes. Ça fait des années que ça dure. Mais c'est vrai que cette victoire fait du bien. Mais je sais pas, Kita, par exemple, Kita fait un petit peu n'importe quoi au niveau des entraîneurs. Ça fait 20 entraîneurs plutôt qui recrutent. Je ne sais même pas qui c'est qui le conseille, parce qu'à mon avis, il est mal conseillé, ce monsieur. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Je sais pas la chance ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un mec qui a un gros cœur, qui a vraiment un cœur, qui aime son club. Mais derrière, je pense qu'il est très très mal conseillé quand on voit qu'il va prendre Domenech. Avec le passif qu'il a, ce monsieur Domenech, je sais même pas... je sais pas ce qu'il a fait là sur ce coup-là. David, là avec Camboiré, vous pensez que le FC Nantes a plus de chances d'éviter la relégation ? Je suis nantais, je suis supporter nantais, mais j'ai quand même la trouille parce que Camboiré, oui, c'est sûr qu'il va remonter, c'est un mec qui va booster les mecs, on voit bien. On va peut-être se sauver, peut-être être barragiste, mais oui, on peut espérer. Enfin, disons, j'espère maintenant.
J'ai quand même un petit doute. Benjamin. Non, rien. Un message de soutien à David qui a l'air vraiment atteint, quoi. David, on est là, on est avec toi. Et Antoine Comboiré, qui est un ancien Parisien, il va peut-être vous amener un peu de baume au cœur. On est là, on est avec toi. Oui. Nick Hornby, l'écrivain anglais, disait que l'essence de la vie de supporter, c'était la déception. Ah, bah. Voilà. Mais là, on l'entend bien, là. Non, mais de toute façon, on peut parler des entraîneurs, mais quand on voit que les joueurs qu'ils avaient à Nantes, qu'ils ont vendus, je parle de Lima, Dubois, Rongier, Carlos, des mecs comme c'était des tauliers quand même derrière. C'est vrai. Et on voit ce qu'ils recrutent, des Apia, des Traoré. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand on voit le Joker nantais, même si c'est un Parisien, Augustin, mais c'est une arnaque ce mec. Oui, je suis pas, il essaie tout le temps. Mais il n'y a pas que lui, il y a Edmond, je ne sais pas d'où il sort ce mec-là. Après, bon, j'ai ce fameux Baya, Moji, je ne sais pas comment Baya, qui est derrière tout ça, là. C'est trafic de transfert, mais c'est affolant. Qu'est-ce qu'on peut avoir une équipe? Tu peux mettre Mourinho, n'importe quel Tourelle, n'importe qui, il fera pas mieux. Il fera pas mieux. Merci beaucoup, David, et bon courage. Merci de vous être confié comme ça. Merci de vous être confié comme ça. Merci, David. Et à bientôt dans Classico. À bientôt. The champions of England again at last are Liverpool. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je voudrais qu'on parle maintenant du week-end en Première Ligue. Vincent Duluc, vous suivez également de très près. On a le plaisir de vous lire assez régulièrement dans l'équipe sur l'avancée du championnat anglais. Manchester City s'avance presque de manière inarrêtable vers le titre. Victoire ce week-end contre Tottenham. On a retrouvé le grand Manchester City. C'est un peu paradoxal parce que ça fait effectivement leur 16e victoire d'affilée. 16 victoires durant laquelle ils n'ont pas été menés au score une seule minute. C'est quand même une stat assez incroyable. Et c'est 16 victoires qu'ils arrivent à enchaîner, alors que là, ils ont quand même perdu Kevin De Bruyne, qui est juste pour moi le plus beau joueur à regarder au foot en ce moment. C'est vraiment... Plus encore que Gundogan. Plus encore que Gundogan. Mais Gundogan, il a marqué 11 buts depuis mi-décembre. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc voilà, ils ont des relais. Le jeu est pas aussi étourdissant qu'il a pu l'être. Mais ce qui leur a fait beaucoup de bien, et alors c'est un peu cruel pour le foot français, c'est de remplacer Aymeric Laporte et de faire revenir de la cave John Stones qui joue en charnière centrale avec Ruben Dias, et ça marche plutôt bien. Ce qui est vrai aussi, c'est que les autres ne sont pas équipés pour suivre. À partir du moment où Liverpool, qui avait 5 points d'avance milieu décembre, a lâché à ce point-là, United, on sait très bien qu'ils sont trop irréguliers, et puis là, ils viennent de faire une série qui est assez négative. Qu'est-ce qui ne tourne plus rond à Liverpool, précisément? Mais Liverpool, c'est d'abord un problème non, mais c'est un problème de personnel défensif, d'abord, avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Van Dijk, il n'y a plus Matip, il n'y a pas Gomez, il n'y a pas le jeune de Donk Williams que je disais tout à l'heure en charnière centrale. Là, ils ont joué quand même avec 2 milieux en charnière centrale. Ils ont joué avec Fabinho et Jordan Henderson, qui serait plus utile au milieu. Il manque un peu de monde au milieu, parfois il y a des blessés comme Keita, etc. et tout, donc ça tourne. Alcantara, pour l'instant, c'est un échec total. Thiago Alcantara, il est méconnaissable, il sert à rien. Et puis devant, ils font un peu moins de différence. Firmino est moins bon, Salah encore des bonnes stats, mais moins brillant, et Mané tourne un peu plus à vide actuellement. Et c'est une équipe qui est mieux connue aussi, c'est-à-dire que tout le monde s'est tellement fait agresser et punir par son pressing et son contre-pressing qu'aujourd'hui les équipes font gaffe, quoi. Et le gardien, ces derniers temps, le gardien, il a la tête à l'envers, le pauvre. C'est terrible. On a parlé la semaine dernière, c'est 2 erreurs au pied. Absolument. Et là, moi qui suis gardien pratiquement professionnel, il n'y a rien de drôle, mais enfin bon. J'adore le pratiquement. Tu vois, je suis lucide. Non, mais pour de vrai, gardien, même amateur, c'est terrible. Mais quand tu fais une erreur comme ça, mais à ton avis, qu'est-ce qui lui a pris? Non, mais franchement, c'est terrible. C'est un enchaînement. Michael Andro, hier soir, sur le plateau de Canal+, expliquait qu'en fait, parfois ça va pas et on enchaîne, on fait des mauvais gestes, on réfléchit un peu moins, exactement. Il réfléchit trop, il se dit il faut que je sorte. Le défenseur qui lui aussi vient d'arriver, j'ai oublié son prénom. C'est le Turc de Schalke, Bazak, non? C'est plus son nom, mais c'est lui qui est venu à cause de. Galatasaray, vous avez gardé Galatasaray Marseille. Merci. Mais franchement, c'est terrible, quoi. Il joue, il fait des mauvais choix. Il veut être actif dans le jeu. Il sort loin, il se parle pas avec son défenseur. C'est terrible et ça fait encore une erreur. C'est ça devient dur.
dur. Moi j'ai l'impression que en fait City a réussi là où Liverpool va devoir réussir maintenant, c'est-à-dire se reconstruire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Guardiola se remettre en question. Alors le départ de Arteta a dû lui faire du mal au début, mais en tout cas il se passe quelque chose. Ça tourne plus autour d'un seul joueur. Aujourd'hui à Liverpool, tu t'appuies sur un mec en défense centrale qui est Arnold, qui a 22 ans, qui est tout jeune. Et qui s'appuie beaucoup sur Van Dijk. Alexander Arnold, il joue arrière droit à Liverpool. Ouais, en tout cas c'est le seul en tout cas en défense à être titulaire. Il a 22 avec ans. Robertson à gauche, voilà. les deux latéraux. Voilà. Et donc t'as aucun central, donc c'est compliqué pour Liverpool. Et moi ce que je répète, et ça va l'énerver, mais je pense que peut-être à un moment donné il faut reconstruire sur un nouveau coach. Peut-être Klopp, il a peut-être fait son temps à un moment donné. Ah non les gars. Merci. Mais je ne m'associe pas à ces propos. C'est terrible. Je sais que ça peut faire bondir les gens. C'est si c'est une espèce de lobby souterrain pour qu'il arrive au PSG dans 6 mois, là d'accord. Mais autrement non. Non mais peut-être que lui il a besoin de faire autre chose aussi, partir en sélection allemande, il y a la Coupe du Monde, enfin la Coupe d'Europe, j'en sais rien. Non. C'est déjà la fin de ce classico. Merci beaucoup Vincent Duluc d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre roman Carole et Clark paru chez Stock. C'était un vrai plaisir de vous recevoir ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Likez, partagez, commentez. Tout de suite, la soirée continue sur Radio J avec Avner Azoulay pour le Festival Oriental. À lundi prochain.